Et c'est parti pour le coup tordu épisode surprise, le 382e épisode du coup tordu. À la vue de l'actualité vélo, j'étais obligé de vous faire un 382e épisode du coup tordu. Le coup tordu, ici on parle vélo, ici on parle cyclisme. Le coup tordu, c'est des interviews, c'est des previews. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Vous l'avez compris, on va parler du départ de Cédric Vasseur de la Cofidis. Je vous retrouve en solo pour cet épisode du coup tordu. Juste avant, je vous rappelle que vous retrouvez le coup tordu sur toutes les plateformes de podcast. Il y a une chaîne YouTube également qui existe, la chaîne YouTube du coup tordu où vous avez les audios des émissions. Alors l'avantage, c'est quand on balance un épisode, ça arrive quasiment en instantané sur YouTube. Derrière, sur Deezer, Apple Podcast, Spotify, ça met 10, 15, 20, 25, 30 minutes. Donc si vous avez envie de faire partie des tout premiers à avoir nos épisodes, allez cliquer sur la cloche du coup tordu sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, YouTube le coup tordu. Et puis bien évidemment toutes les plateformes de podcast possibles et inimaginables. Et puis si quand vous avez 15, 20, 30 secondes, vous pouvez aussi aller nous foutre des 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. Ça permet de mieux référencer le podcast, le coup tordu. Ça vous prend 5 secondes, c'est gratos et ça nous permet d'avancer tous ensemble. Donc le coup tordu, Apple Podcast, Deezer, Spotify et absolument partout. Je vous annonce la suite du programme. J'enregistre cet épisode le lundi 29 septembre 2025. On a une grosse semaine en prépa. Je vous annonce que demain, donc pour ceux qui m'écoutent le matin, ça sera ce soir. Donc ce mardi 30 septembre, vous aurez un épisode qui sera consacré au contre-la-montre à l'ITT du championnat d'Europe masculin qui a lieu en France. Jeudi soir, je pense dans la soirée, vous aurez un podcast pour le Giro dell'Emilia et je sais pas encore quand. Vous aurez bien évidemment un podcast aussi pour le championnat d'Europe pour la course en ligne masculine. Alors peut-être avec Enzo, voilà, peut-être, c'est pas sûr, probablement pas avec Thibaut. Voilà, il sera peut-être là, ça sera la surprise, mais en tout cas voilà, Thibaut est pas mal occupé cette semaine. J'espère bien évidemment qu'on le recevra, mais il est très probable que je me retrouve en solo pour certains épisodes. Encore une fois, on essaiera de faire au mieux pour décrypter et pour décortiquer la course. La fin de saison qui approche, il nous reste encore un petit mois de compétition, mais je vous rappelle qu'une fois que la saison s'arrête, le coup tordu continue. Derrière, on bascule sur la saison des interviews. J'ai déjà d'ailleurs 2 invités à vous annoncer. Corentin Denoli, 320e joueur mondial de tennis. Il joue au tennis, mais c'est un grand passionné de vélo. Voilà, le cyclisme, il écoute beaucoup le podcast, le coup tordu. On parlera cyclisme, on parlera de sa vie de joueur professionnel de tennis, bien évidemment. Et puis on parlera aussi de prévention en matière de paris sportifs parce que on va dire que les joueurs de tennis sont quand même, on va dire, en première ligne vis-à-vis du harcèlement au niveau des paris sportifs. Je sais plus, ça porte un nom, je sais plus exactement le terme exact. En tout cas, voilà, c'est vraiment les tennisman qui en plus souvent se retrouvent seuls. Ils sont pas dans des structures, il y a pas d'équipe ou il y a pas de grosses équipes autour. C'est un peu eux seuls contre les haters. Donc on parlera de tout ça, on parlera prévention, mais on parlera beaucoup de vélo également avec Corentin qu'on est pressé de recevoir dans le podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram Corentin Denoli. Francesco également, un manager de Side Limit. On devait le recevoir il y a quelques mois. Voilà, il y a eu des petits impondérables. Vous le recevrez également vous l'entendrez dans le coup tordu. Francesco qui est un petit peu le manager qui a percé sur Side Limit en cette année 2025. Et puis voilà, d'autres surprises qu'on est en train de préparer. Pour l'instant, je vais pas encore trop casser les burnes aux coureurs. Beaucoup n'ont pas encore terminé leur saison, mais je vais vraiment envoyer des invites assez rapidement pour essayer de vous faire un beau programme comme on a fait la saison dernière, un beau programme dans le coup tordu, des coureurs que vous avez déjà entendus, que vous retrouverez. Moi, j'aime bien quand ça fait fil rouge, quand ça fait feuilleton. Et puis voilà, des nouveautés également. Et on est pressé d'y être parce que voilà, cette période d'interview, c'est aussi vraiment une période qu'on adore avec Thibaut et Enzo. C'est peut-être même bizarrement notre période préférée. Avant de parler du sujet du départ de Cédric Vasseur, donc tremblement de terre à la Cofidis, même si bien évidemment ça sentait arriver, on va revenir sur les championnats du monde de Kigali. Alors on n'est pas trop dans le débrief actuellement habituellement dans le coup tordu, on est plutôt sur ce qui se passe par la suite. On fait de la preview, mais je voulais quand même revenir sur la course de Kigali. Alors finalement on n'avait pris aucun bet, moi j'avais donné aucun bet sur cette course, ni sur la course en ligne masculine, ni sur le contre-la-montre. Mais voilà, dans l'analyse, clairement, vous avez fait un podcast avec Thibaut et Enzo sur ce championnat du monde. Clairement, dans l'analyse, les faits et le résultat ont entièrement donné raison à Enzo. Ça, il y a absolument
absolument aucun débat là-dessus. Il y a aucun souci. Voilà, il avait dit c'est le plus fort qui va gagner, c'est le plus fort qui a gagné. Il avait donné Tadej, c'est Tadej qui a gagné. Il y a absolument aucun souci là-dessus. Je voulais préciser également un truc important, c'est que quand on échange sur les réseaux sociaux et qu'on discute, notamment sur X, sur Twitter, et quand on parle de vélo et qu'on n'est pas d'accord, moi c'est aussi quelque chose que j'aime. Et heureusement qu'on n'est pas d'accord. Alors, des fois, je peux avoir des réponses. Voilà, ça peut paraître un peu condescendant. Voilà, ça fait un peu partie, j'ai envie de dire un petit peu entre guillemets du jeu, mais moi je respecte tous les avis, j'ai absolument aucun problème là-dessus. Là où je le prends, si vous voulez, un petit peu plus mal, c'est quand des mecs débarquent sur les réseaux sociaux et ont des exigences par rapport au podcast. Ah, tu parles trop de ça limite. Ah bah vas-y, t'es bête, machin, vas-y, refais-moi ça. Bah ça je bloque direct. Voilà, le podcast on le fait bénévolement, on gagne rien ou alors quasiment rien. On passe du temps avec vous, ça prend du temps. Pour nous c'est une passion, on vient partager notre passion tous ensemble. Le mec qui arrive et qui a des exigences va voir un tipster payant et essaye de pas te faire arnaquer. Moi voilà, c'est juste ça. À partir du moment où c'est gratos, il y a pas à avoir d'exigences. Voilà, c'est du bon sens. Après, on est là pour échanger, voilà, et pour avoir des avis contradictoires. Et c'est aussi le principe du truc. Et en matière de cyclisme, en matière de sport, personne n'a la science infuse, personne n'a de vérité absolue, et on expose nos arguments et on débat. Et c'est aussi pour ça qu'on est là et c'est ce qu'on aime. Alors, moi, je vais vous dire un truc pour revenir sur ce championnat du monde. J'ai détesté et j'insiste bien là-dessus, la stratégie de la Belgique. Et moi, je vais vous dire, alors je vois beaucoup sur les réseaux sociaux qui me disent oui, ils ont bien couru, il y avait rien d'autre à faire, il fallait jouer la deuxième place, Pogačar était trop fort. Mais moi, je pense qu'ils se sont laissés griser par le fait que Remco ait réussi à mettre quasiment 2 minutes à Tadej sur le contre-la-montre. Je suis convaincu que si Pogačar avait déjà mis une tôle à Remco sur le contre-la-montre, je suis archi convaincu que les Belges n'auraient pas couru de cette manière. Je suis persuadé que le matin au réveil à l'hôtel, je pense que les Belges et je pense que Remco pense qu'il peut jouer à la pédale contre Tadej Pogačar. Donc à partir de là, la stratégie des Belges, elle est simple et c'est ce qu'on a vu. On roule avec les Slovènes et on contrôle la course. Alors que nous, ce qu'on a vu ces derniers temps, notamment à Québec avec Julien Alaphilippe, et voilà, les quelques fois on a vu Poggi qui pouvait être éventuellement pas en difficulté, mais vaciller légèrement. La seule clé, on la sait, on la connaît, c'est anticiper. C'est ce qu'on avait dit avec Thibaut, on était assez d'accord là-dessus, on était même totalement raccord, et c'est ce qu'on a vu avec l'équipe de France qui a lancé les hostilités avec Julien Bernard. On a plusieurs grosses nations qui sont parties à l'avant. Vous remarquerez habituellement sur les championnats du monde, traditionnellement les équipes qui partent à l'avant, on a le gars du Vatican, on a l'île Maurice, on a vraiment des petites nations qui montrent le maillot en début de course. Là, ça n'a pas été le cas. On avait 7 grosses nations à l'avant, donc on voit quand même que certaines équipes avaient quand même un petit peu l'idée sous-jacente d'anticiper pour essayer de créer des moves. Mais à partir du moment, et je le tweet le matin, dès le début de la course, je le dis, si les Belges courent comme des ânes et se mettent à rouler avec les Slovènes, ils vont offrir le titre à Tadej sur un plateau. Ils ont roulé comme des ânes avec les Slovènes, ils ont offert le titre sur un plateau à Tadej. Voilà, je le dis avant, c'est ce qui se passe, et derrière on me tombe dessus. Mais alors effectivement, Pogačar était le plus fort, je remets pas ça en question. Et les chances de le battre sur ce parcours étaient extrêmement faibles, je suis d'accord. Mais en tout cas, si on veut avoir, allez, là on avait peut-être un demi% de chance, et le demi% de chance de le battre, ça aurait été qu'une comète s'écrase sur lui sur le parcours, ou qu'il y ait des extraterrestres qui l'enlèvent pendant la course. Mais là, on avait un demi% de chance à peine de le battre comme ça, mais si on veut avoir 3, 4, 5% de chance de le battre, faut peut-être essayer autre chose, faut peut-être anticiper. Et moi, je suis convaincu, Enzo est absolument pas d'accord avec ça, et Thibaut est d'accord avec ça. Et avec Thibaut, on est ultra minoritaire, mais moi je suis convaincu que si les Belges avaient cherché à envoyer un leurre dans l'échappée matinale, je pense notamment à Ilan van Wilder, et que le groupe de tête s'était retrouvé avec 6-7 minutes d'avance au pied du mont Kigali, et que Tadej s'était retrouvé complètement épaillé avec ce pauvre Primožič, déjà qu'on pouvait plus avec les Belges qui l'aidaient à rouler, s'était retrouvé seul avec
Primož Roglič. Je dis pas qu'il aurait pas gagné. Je dis que l'histoire aurait été totalement différente. Donc pour moi, les Belges se sont laissés griser, se sont vus clairement trop beaux. Et d'ailleurs, essayez d'imaginer ce que la course aurait été si Thomas Voeckler avait été sélectionneur de la Belgique. Encore une fois, je dis pas que Tadej aurait pas gagné. Je dis simplement que le scénario aurait été très différent. Et c'est justement en essayant d'anticiper, en essayant de casser ces scénarios établis, que peut-être un coup tu vas réussir à le battre. Typiquement, ce qu'a tenté Julien sur la course à Québec. Après la course, Pogačar, plus Pogačar, c'est un animal politique. Il y a eu aussi la moitié de l'équipe. Alors Vermeersch, c'est Nicolas Fritsch qui avait tweeté. Vermeersch, il court pour les deux équipes, pour UAE et pour la Belgique, pour Remco et pour Tadej. Mais il a dit ça, c'était à moitié une vanne. Mais il avait raison, c'était pas une vanne du tout. Il courait vraiment pour les deux. Et puis après, Poggi, c'est un animal politique. Del Toro, il était là pour lui. Clairement, voilà, ça a joué évidemment nation contre nation, mais ça a aussi joué marque contre marque. Et d'ailleurs, faudra se poser la question si ce type de move devient de plus en plus fréquent. Est-ce que faire un championnat du monde nation contre nation, est-ce que ça a véritablement du sens? Est-ce qu'un jour, faudra pas revenir peut-être sur, je sais pas, une course à 5 coureurs avec des équipes de marque? J'en sais rien. Je suis pas radical là-dessus. Je pose la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Belges, si on récupère les 7 dernières années avec cette génération de coureurs belges qu'on a là, ou encore une fois, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Remco. Après la remontada, tout ça, il avait les jambes, c'était très bien. Encore une fois, c'est pas les jambes des coureurs que je remets en cause, c'est la tactique, le move tactique du sélectionneur. Mais est-ce qu'on a vu les Belges réussir de gros moves tactiques ces dernières années avec la génération de coureurs qu'ils ont? Alors certains vont me dire Wollongong, l'Australie, avec Wout van Aert qui reste dans le paquet et qui, on va dire, est un petit peu au marquage, reste au marquage, tout le monde le marque et Remco s'en va à l'avant. Mais moi je pense que sans Wout van Aert, déjà on avait un Poggi qui était très moyen sur cette campagne australienne. Et moi, je suis convaincu que même sans Wout van Aert, on aurait eu un numéro solo de Remco Evenepoel qui était complètement injouable. Il sortait de sa Vuelta qu'il venait de remporter, il était parfaitement préparé. Donc moi, je pense à l'inverse que ce jour-là, Remco n'avait besoin de personne. Et pour moi, c'était pas véritablement un move tactique des Belges qui ont amené la victoire de Remco Evenepoel. Je pense que ce que j'avais tweeté à l'époque, je pense que ma grand-mère aurait pu ce jour-là être sélectionneur de la Belgique et le résultat aurait été quasiment le même. Alors pour moi, voilà, ça va continuer comme ça ad vitam aeternam. Tant que les Belges joueront de cette manière, ils feront gagner des titres à Tadej Pogačar. Donc Pogačar sera encore, parce qu'ils vont refaire la même chose. C'est Einstein qui disait qu'à force de reproduire les mêmes formules, on finissait toujours par arriver au même résultat. L'an prochain, il sera champion du monde au Canada, et dans 2 ans, il sera champion du monde en France. Voilà, tant que stratégiquement, on voudra le prendre en match-up, ça, voilà, vous aurez exactement les mêmes résultats. Et encore une fois, je le dis et je le redis, voilà, la victoire de Pogačar est entièrement mérité, et j'ai également beaucoup apprécié la remontada de Remco Evenepoel. Ça nous a fait une histoire dans la course, une histoire dans l'histoire. Il a pas lâché l'affaire, il est revenu. Moi je mets juste un petit bémol sur le Mont Kigali où tout le monde disait il a été lâché par Remco, il était par Tadej, il était moins fort. Je pense qu'il est possible que dans le Mont Kigali, il ait voulu gérer son effort et qu'il ait pas voulu se mettre dans le rouge et qu'il ait pas voulu toxiner à 100 bornes de l'arrivée, qu'il avait peut-être prévu de faire un négatif split et de faire vraiment son effort sur la dernière partie de la course. Voilà, je pense que c'était un peu volontaire de se faire lâcher. Il s'est dit je vais gérer, je vais pas monter à plus de 90 pulses ou 95 pulses pour pas me faire sauter la caisse dans le final. Donc je pense que être lâché dans Kigali pouvait être aussi une tactique voulue par Remco Evenepoel qui, voilà, vous l'avez vu, n'a pas eu de chance non plus au niveau technique. On passe à ce qui nous intéresse. C'est presque le fil rouge depuis la création du coup tordu. Cédric Vasseur, je crois qu'on en a parlé quasiment depuis le premier épisode, où dès le début on mettait en évidence les errances de management de Cédric Vasseur. Alors j'ai déjà reçu pas mal de messages sur les réseaux sociaux. On me dit Vincent, tu dois être content, voilà, ça y est, il s'en va. Pas forcément, je vous dis pas forcément. Je suis pas, j'aime pas tirer sur les ambulances. J'aime bien quand on se projette vers l'avant. Tout ce qu'on a à dire, on l'avait dit. Tout ce que j'ai à dire, je l'ai dit. Voilà, on va pas refaire l'histoire. Simplement s'imaginer
qu'est-ce qu'aurait été l'aventure de Cédric Vasseur à la Cofidis si le premier jour, la première heure, la première minute de son arrivée, il avait fait confiance à Nasser Bouhanni. C'est la première décision qu'il a prise et qui a découlé de toutes les décisions qui sont qui ont eu des conséquences sur ce qui s'est passé derrière. Si on revient en 2016, quand Cédric Vasseur arrive à la Cofidis, Nasser Bouhanni, c'est le sprinter français numéro 1, c'est le plus gros salaire du peloton français. Yvon Sanquer reposait entièrement l'équipe sur lui. On avait une équipe qui était quasiment une équipe de sprinters qui était tournée sur Nasser Bouhanni. Et pour moi, Cédric Vasseur voulait un peu changer l'ADN de l'équipe, repartir sur un truc un peu plus agressif, un peu plus montagnard. Mais moi, je pense qu'il fallait simplement l'expliquer à Nasser. Fallait juste lui dire, écoute, on te fait confiance, on sait ce que t'es capable de faire, on va un petit peu bouger l'ADN de l'équipe parce qu'on a aussi envie d'être fort sur d'autres terrains, mais on te laisse ton train, on te laisse la priorité sur les courses que tu as envie de gagner, on connaît ta force. Et au lieu de ça, je refais pas l'histoire, vous savez tout ce qui s'est passé derrière. Alors après, le bilan de Cédric Vasseur de ses 8 années à Cofidis, c'est pas non plus que de la merde. Il a réussi à refaire gagner notamment la Cofidis sur le Tour de France, un Tour de 2023 qui a été plus que réussi. Donc il y a eu aussi, malgré tout, il y a eu des beaux succès. Après, on parle beaucoup de Nasser Bouhanni, mais enfin il y a quand même pas eu que lui. Stéphane Rossetto, je crois que quand il est parti, ça s'est pas méga bien passé. Moi je me rappelle. Alors, c'était pas dirigé contre Cédric Vasseur, mais il était un petit peu dégoûté de la manière dont se terminait l'histoire. Alexis Boujard, il lui a tiré dessus dans l'équipe l'année dernière. Rappelez-vous de Jumpy Drucker. Moi j'ai entendu Cédric Vasseur terminer dans une interview la carrière de Jumpy Drucker. Axel Zingleux, il l'a fait pleurer sur un Tour de France. La manière dont il s'est séparé aussi d'Axel Mario l'année dernière. Axel Mario, déjà, il fait une super saison à Nantes. Et puis Axel Mario, c'est un mec en 2024 qui fait top 10 sur une course World Tour, sur un classement général. Il fait 10e du Tour de Nonder. C'est pas rien, c'est quand même pas rien. Donc alors après on n'a pas tous les tenants et on n'a pas tous les aboutissants. Mais moi, je le redis encore une fois, je l'ai souvent dit, mais moi cette histoire, elle m'a brisé le cœur parce que Cédric Vasseur, c'est vraiment un coureur que j'ai adoré quand il était coureur, que j'ai apprécié. Il dégageait, moi j'aime bien les coureurs qui dégagent des émotions, et Cédric Vasseur sur le vélo, c'est un mec qui m'a donné des émotions. Il y avait un vrai truc chez ce gars, et j'ai aussi admiré, j'ai beaucoup aimé le commentateur quand il commentait pour la télé belge. Je pouvais écouter la télé belge pour Cédric Vasseur, ce que j'ai jamais fait ailleurs dans l'histoire du vélo, tellement il était bon comme consultant. Et un jour, j'ai eu le malheur de tweeter ça, que j'ai adoré, que j'admirais le coureur, que j'ai adoré le consultant et que j'étais un peu plus mitigé sur le manager. Mais il m'a bloqué. Cédric susceptible. C'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est en vrai, pour moi, ça a été, quand j'ai vu la manière dont il a dit, dont il a managé, puis rappelez-vous le podcast aussi qu'on a fait avec Eric Boyer. Il y a plein de choses qui ressortent. La manière dont il a managé humainement cette équipe, pour moi, ça m'a brisé le cœur. Pour moi, ça a été une déception. Alors maintenant, on va se tourner vers la suite. Tout ce que je vous dis là, je vous l'ai déjà dit. Donc on va pas rester des heures là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse dans le coup tordu, c'est la suite. Et quelle est la suite de Cofidis? Alors moi déjà, c'est une entreprise, c'est une équipe que j'aime, vraiment, avec des bons coureurs. Je connais indirectement des gens. Alors je connais pas tout le monde, bien évidemment, je suis pas dans les dessous de l'entreprise, mais visiblement c'est aussi une entreprise dans laquelle les salariés vivent bien. Et ça, je trouve qu'en 2025, encore une fois, coupez-moi si je me trompe, mais moi en tout cas sur les retours indirects que j'ai, c'est plutôt une boîte où il fait bon vivre au niveau du travail. C'est aussi une structure qui est solide dans le cyclisme et qui est là pour longtemps. Il développe la section féminine, très important, le handisport. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre à leur crédit. On n'en parle pas beaucoup, mais ils font aussi beaucoup de choses et il y a de l'investissement au niveau des handisports. Alors moi, je vais vous dire un truc. J'étais convaincu, mais
convaincu que Stéphane Hellault allait prendre les rênes de la Cofidis. Pour moi, Stéphane Hellault, il cochait absolument toutes les cases. Alors après, il a peut-être d'autres plans, il a peut-être pas forcément envie tout de suite de se replonger dans un projet, mais moi je trouve qu'à la Loto, il a fait du bon travail, du très très bon travail. Je sais que parfois il a été entre guillemets un peu chahuté par la presse néerlandophone qui est particulièrement sévère en matière de cyclisme et qui peut être aussi très très dur avec les Français, parce que Stéphane Hellault est français, enfin il est breton, mais moi je trouve, voilà, il y avait un objectif de remonter la Loto en World Tour, la Loto est remontée en World Tour. Moi ce que j'ai vraiment aimé cette année chez Stéphane Hellault, c'est la manière dont il a réussi à remettre en scène Arnaud Delis. Rappelez-vous, Arnaud Delis au printemps, c'était chaud. On se demandait même s'il allait pas arrêter le cyclisme. Et on savait que le problème était plus dans la tête que dans les jambes. Donc peut-être qu'un jour il racontera, peut-être qu'un jour on aura la chance d'avoir Stéphane Hellault en interview, mais ou Arnaud Delis l'expliquera lui-même. Mais moi j'aimerais savoir, j'aimerais connaître les mécanismes, sur quoi ils ont appuyé. Peut-être que Arnaud Delis le racontera dans un livre un jour, sur quoi ils ont réussi à appuyer pour remettre Arnaud Delis sur les rails. Et là en cette fin de saison 2025, mais on a retrouvé du Arnaud Delis prime plus. Il a retrouvé son punch et il a jamais été aussi rapide au sprint. Donc il est encore plus fort qu'avant. Donc pour moi, si vous voulez, sur une équipe où les coureurs sont un peu malades d'avoir eu un management un petit peu sévère, un petit peu trop rigide, Stéphane Hellault cochait vraiment toutes les cases. Donc voilà, ça sera pas Stéphane Hellault. Raphaël Jeune, donc nommé à la place de Cédric Vasseur. Alors je vous avoue que lui, il était absolument pas dans mes radars. Voilà, il a été professionnel 2 saisons au début des années 2000. Je vais pas vous mentir, je m'en rappelle absolument pas. J'ai été regarder un petit peu quelques interviews de lui sur le net. Ça a l'air d'être un gentil mec. À première vue, ça a l'air d'être un gentil mec. Bon, vous le savez tous, il travaillait chez Look, voilà, qui avait été une entreprise qui avait été rachetée par Bernard Tapie dans les années 80. Ils avaient inventé les fameuses pédales automatiques. C'est comme ça d'ailleurs que Bernard Tapie avait convaincu Greg LeMond de le rejoindre dans son projet. Donc il s'occupait des partenariats chez Look, notamment il travaillait beaucoup déjà avec la Cofidis. Donc pour lui, si vous voulez, va falloir réussir à retrouver de la cohésion. Mais moi, ce que j'aimerais discuter avec vous, c'est l'ADN de cette équipe Cofidis. Quel est l'ADN de la Cofidis? Alors quand c'était Nasser qui était, on va dire, la vedette de l'équipe, l'ADN était très clair. On avait affaire à une équipe de sprinters. Maintenant, on sait que la Cofidis, c'est une équipe nordiste dont le siège est basé à Roubaix, si je dis pas de bêtises. Donc automatiquement, de par la géographie de l'équipe, on se retrouve, si vous voulez, avec une équipe de tradition flandrienne, ce qui est totalement cohérent. Sauf que Cofidis a aussi des business en Espagne. L'Espagne est un pays qui est ultra important pour la Cofidis. Donc, on a aussi une tradition de grimpeurs espagnols. Donc, on se retrouve, si vous voulez, avec 2 équipes en une équipe de Flandriens et une équipe de grimpeurs espagnols. Donc, au niveau de l'homogénéité, je trouve que c'est un peu compliqué, si vous voulez, à faire matcher. Si on prend en exemple les autres équipes françaises, moi, je trouve que les autres équipes françaises ont une ADN qui est beaucoup plus claire. On a toujours eu Decathlon, AG2R qui était, on va dire, plutôt une équipe de montagnards. À la Groupama, bon, évidemment, il y a toujours eu un pôle sprint, notamment avec Arnaud Desmar, avec un pôle grimpeur, avec Thibaut Pinot, mais tout ça matchait. Il y avait une homogénéité, si vous voulez. Tout était à peu près cohérent. Là, j'ai l'impression que j'ai toujours eu un petit peu ce sentiment que l'équipe était, entre guillemets, un peu scindée en deux, que la Cofidis, en réalité, c'est 2 équipes. Alors, est-ce qu'il va vouloir toucher à l'ADN de cette équipe pour l'amener dans un sens ou dans un autre? Surtout, quels vont être les objectifs? Alors, Cofidis a encore une mini chance de se maintenir en World Tour, vraiment une mini chance, mais si Cofidis ne réussit pas à se maintenir en World Tour, ce qui est quand même la plus grosse probabilité, voilà, quelles vont être les annonces sur Raphaël Jeune? Ça va être très important de l'écouter en interview. Est-ce qu'il va nous expliquer d'entrée qu'il y a un objectif et un seul, c'est de remonter en World Tour? Donc dans ce cas-là, va falloir sortir la machine à calculer et trouver une meilleure IA que celle de Vinokourov, parce que dans les erreurs de Cédric Vasseur, il y a eu aussi un petit peu de condescendance par rapport à Astana. Rappelez-vous de son interview dans Bistro Vélo. Donc
il va falloir compter les points, et ça va débuter dès le début de l'année 2026. Ou est-ce que remonter en World Tour ne va pas être un objectif réel en soi, et on voit que des équipes vivent bien. Par exemple, la Total Energy. Bernardo, il est pas en World Tour, l'équipe fonctionne très très bien comme ça. Bon, après ils perdent leur sponsor, on en reparlera bien évidemment dans les semaines qui viennent. Mais on peut aussi réorienter le projet d'une autre manière. Donc ça, vraiment, dans les discours, ça sera vraiment important, très important, d'écouter ce que dira Raphaël Jeune. Et le deuxième volet, c'est le recrutement. On peut imaginer qu'à cause de la réputation qu'a Cédric Vasseur, je pense que certains coureurs n'avaient pas franchement envie de venir du côté de la Cofidis. Si vous êtes coureur, si vous êtes talentueux, si vous êtes demandé par des équipes, vous avez quand même envie d'avoir un minimum de confiance en votre manager, et puis surtout, quelle est votre marge de progression ? Quel est le projet pour vous améliorer? Quand on voit les derniers coureurs qui sont arrivés à la Cofidis, quand on voit le recrutement notamment de cette saison, avec par exemple des Dylan Teuns, des Alex Aramburu, au mieux on va dire qu'ils se sont maintenus, mais on peut pas dire qu'ils ont progressé. Dylan Teuns fait pas une saison qui est dinguissime. Donc quel est le projet, si vous voulez, pour faire progresser les coureurs? Il y a un coureur qui est dans les tuyaux depuis un petit moment, c'est Benoît Cosnefroy. Ça serait une super recrue pour Cofidis, pour insuffler, on va dire, un nouvel état d'esprit. Voilà, on a besoin aussi un petit peu de sang frais, un petit peu de sang neuf, des mecs qui vont arriver avec le sourire et entre guillemets, si relégation il y a, remettre les équipes dans le bon sens. Donc ce Raphaël Jeune, va falloir l'écouter en interview, ça va être véritablement très intéressant. Et puis je vais souligner un point aussi important, parce que je vous en avais parlé, mais je crois que c'était dans un forum sur le groupe Eto, il y avait un coureur de la Cofidis qui, sous couvert d'anonymat, aurait posté un message en expliquant qu'ils en avaient un petit peu marre d'être, on va dire, la risée des supporters et de se prendre du bashing sur les réseaux sociaux. Moi, je vous le dis, j'adore les coureurs, enfin j'adore cette équipe. Voilà, encore une fois, j'avais un problème avec le manager, mais pour moi c'est une belle équipe qu'on suit depuis longtemps, avec des beaux coureurs. Mais maintenant, je vais soulever un autre point. On arrive à la période des interviews. Je vous en parlais en début de podcast. Souvent je m'approche de coureurs, de structures pour avoir des interviews, pour voir ce qui est possible, pas possible. Le podcast est encore assez neuf, on va dire, même si on arrive à se classer assez régulièrement. On fait des top 30, des top top 20 des 23e, 24e podcast de sport le plus écouté en France. On a des vraies grosses perfs, notamment sur les plateformes de podcast audio, mais quand je me rapproche des coureurs de la Cofidis pour essayer d'avoir une interview, je vous jure que jamais un seul coureur de la Cofidis ne m'a répondu. Des fois, il y a des coureurs qui ont déjà des plannings d'interview qui sont prévus, ou ils le sentent pas et ils prennent le temps de me répondre. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un que je voulais avoir dans le podcast l'année dernière, qui a décliné l'invitation, mais qui m'a fait une réponse, mais qui a pris le temps et qui m'a fait une réponse vraiment très très gentille, et c'est un gentil mec, c'est Yanis Voissard. Voilà, il m'a fait, il y a pas de problème, il me répond et il m'a vraiment fait une réponse. On voit que c'est un gentil mec. Et moi, c'est aussi pour ça que j'aime le vélo, parce que les cyclistes sont pas des footballeurs. Je peux vous jurer que pour avoir une réponse d'un coureur de la Cofidis, alors après j'ai pas fait le tour de l'équipe entière, mais moi j'adorerais qu'on ait un coureur de la Cofidis en interview. Alors est-ce que on nous répondait pas parce que on n'était pas forcément en phase avec le management de Cédric Vasseur, et que les coureurs se disaient vas-y, si on passe dans leur podcast, Vasseur va nous en vouloir ou quoi aux caisses. Nous, de toute façon, quand on reçoit un coureur dans le podcast, on n'est pas là pour le mettre dans le mur, et on l'envoie jamais dans le mur. Donc donc je le dis, pour les coureurs vers qui je vais aller, je serais vraiment hyper heureux d'avoir un coureur de la Cofidis pendant l'hiver en interview. Et moi, je pense que c'est peut-être aussi un axe d'avancée pour ce Raphaël Jeune. Alors même sans passer par le coup tordu, je veux dire, on s'en fout. Le coup tordu, c'est on est 3e, 4e podcast de cyclisme le plus écouté en France désormais. Mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi, au niveau de la communication, une histoire à écrire avec le public? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu mieux à faire? Moi, je vais prendre exemple, par exemple, Vincent Lavenu, du côté de chez Decathlon. Il inculquait, certaines choses à ses coureurs.
Donc toujours répondre à un journaliste, à une interview. Alors attention, hein, les coureurs de la Cofidis sont gentils, hein, je dis pas qu'ils sont cons, hein, je dis pas ça du tout. Mais voilà, je pense qu'au niveau de la stratégie de communication, et je pense qu'en plus ils ont les mecs pour ça. Je sais qu'ils ont les mecs pour ça. Je sais que les gars sont pas des mecs perchés. Je sais que voilà, la plupart sont des gentils gars. Donc en plus, il y a les gars pour ça. Il y a les gars pour ça. Donc voilà, je trouve ça dommage aussi de pas creuser de ce côté-là pour écrire. Et encore une fois, je le dis pas du tout uniquement parce que voilà, j'ai jamais eu de réponse d'un coureur de Cofidis. Même si encore une fois, j'ai pas non plus envoyé des messages à tout le monde. Mais voilà, je pense qu'il y a mieux à faire. Je pense que pour Cédric Vasseur, c'était absolument pas une priorité. Et je pense que vraiment, c'est quelque chose d'important. C'est un coureur qui vit bien, qui est bien dans la tête, qui est encouragé. Ça va être aussi un coureur plus performant. Il y a peut-être des mini pourcentages. Voilà, humblement, je vous le dis, il y a peut-être des mini pourcentages à aller chercher là-dessus. Et puis, si un jour on peut avoir Raphaël Jeune dans le podcast, bien évidemment, on le recevra de la manière la plus d'une manière bienveillante, vous avez compris ce que je veux dire, et on aura plein de questions à lui poser. Bien évidemment, on souhaite le meilleur à Cofidis, encore une fois, qui a une belle équipe française et qu'on espère bien évidemment voir au plus haut, bien sûr, en 2026. C'est tout ce qu'on souhaite. Voilà, écoutez, je crois qu'on s'est fait un bon petit coup tordu, hein, avec 2 belles actualités vélo dont on a pu discuter. Le coup tordu, donc on se retrouve, on va se retrouver demain. Voilà, il y aura un épisode. Vous aurez un épisode ce mardi 30 septembre pour le chrono, pour le contre-la-montre des championnats d'Europe. Allez, ciao les amis.